les enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode sur le cas de Juanito Branquignolo, la figure emblématique et médiatisée de l'aile gauche des Gilets jaunes, mais qui s'est révélé être un baratineur, un incorrigible narcissique, mais aussi un enfumeur de première. Et son dossier commence à vraiment puer la merde. Nous savons désormais tout ce qu'il fallait savoir sur lui dans les précédents épisodes. Sinon, je conseille aux nouveaux venus de les visionner avant celui-ci. Pour commencer, on remet sur le tapis les pipes entre le méchant Panamzouille et le gentil Branco qui ont continué malgré tout sur Twitter. Qu'est-ce que le petit Branco avait répliqué ? La haine antisémite fait suite à la haine mainstream. Des porteurs de néant, comme un certain Hicham Hamza, s'excite et cherche à faire de moi la marionnette d'Atali, le vecteur d'un complot sioniste mondial, s'ajoutant à Soral et BHL, l'Express, Conspiracy Watch, et la Gagnerie. Attendez, c'est pas clair. Vous pouvez me redire ça en plus clair ? Intéressant ainsi de voir comme ça nous des constantes, là où l'on faisait mine de s'opposer. De Dieudonné à Valls, de BHL à Monsieur Hamza, se retrouve la même absence d'intégrité, la même instrumentalisation des questions identitaires à des fins de commerce et de marché. Vous comprenez quelque chose, vous ? Je préférais avant, c'était plus clair. Ah oui, moi aussi. Bon, ben voilà, pas la peine de tergiverser. C'est une gauchiasse patentée et pathologique avec un même logiciel complètement bloqué au même niveau, et il nous l'a fait pro-palestinien par-dessus le marché. Et comme on est bien chaud, on va faire le point rapide sur sa position sur les attentats sous faux drapeau. D'un côté, l'on diffame et sous-entend. De l'autre, on manipule et tente d'écraser. On fantasme ici des complots qui auraient fait naître Bataclan et Charlie Hebdo, 11 septembre et Crépuscule. On indique là que tout cela aurait des relents étonnants. Dans tous les cas, on vend. Ben voyons, j'en étais sûr, andouille! Naïf, voire tendancieux, il veut tout nier en bloc, du coup, il se décrédibilise. Et c'est ça, votre petit grand gourou dissident et résistant ? Quand les complotistes sont plus nombreux que les lobotos et les manipulateurs dans ton genre, on te compare plus volontiers à un moniteur d'écolo qu'à un évadé de Prison Break. Les gens qui suivent ou croient aveuglément ce le n'ont aucun intérêt, et l'organigramme de Macron, qui nous colle en pleine gueule, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre sérieusement, vu ce qui se joue au-dessus. Tiens, tente qu'on y est. En ce qui concerne Bilderberg, par contre, il en dit quoi le petit gourou mythomane issu de l'écurie Attali, autrefois lié au lobby sionniard, et engagé aujourd'hui auprès des Gilets jaunes, ou plus clairement, on pourrait lui demander de façon très claire et nette. Dis-moi, tu t'es fait implanter une nouvelle paire de couilles là, ou c'est toujours les vieilles ? J'ai l'information sur Bilderberg, on en a tous pas mal, c'est un club en gros où les plus puissants de ce monde se réunissent et essaient d'accorder leur violon, quoi. Donc ce qui est important, c'est que ces gens-là soient moins puissants. C'est pas Bilderberg, à la limite, on s'en fiche. Et s'assurer que ceux qui nous représenteront arrêteront d'aller là-bas, quoi. En gros. Et surtout, s'assurer qu'on arrête d'avoir que des gens soient aussi puissants et d'autres moins. Enfin, c'est ce que j'en sais, après je suis jamais allé là-bas, hein, pour le coup. Donc voilà. Et là, non. Bon ben c'est clair et net, le petit Branco a démontré son caractère foncièrement inoffensif en ce qui concerne le sommet de la pyramide de Bilderberg. Mais revenons au plus important. En 2011, 2 mois après son passage au colloque de l'ONG lié au régime ségrégationniste de Tel Aviv, toujours dans la droite ligne des néoconservateurs au service exclusif d'Israël, le petit Branco rebondira sur le printemps arabe en signant une tribune contre le clan El-Assad, qui fut publiée à l'origine sur le site du juif BHL en mai 2011, la règle du jeu. Intéressant. Déjà pas se mettre dans l'art de l'enfumage, Branco n'hésitait pas au courant de la même année à se la jouer opposant gentiment railleur de BHL dans les colonnes de Libération, torche cul dont BHL était justement un actionnaire à l'époque, et qui consacra au genou d'à peine 22 piges une pleine page d'interview particulièrement complaisante. Faut-il rappeler que le proprio du quotidien, qui lança la carrière médiatique de Branco, c'est l'ex-banquier d'affaires franco-israélien Edward de Rothschild, dont le père fut le proche et le mentor d'un certain Jacques Attali, via le Fonds social juif unifié. Voici déjà un florilège de discours parallèles et pseudo-visionnaires sur la situation que nous vivons aujourd'hui, entre le juif Attali et le petit Branco. On se retrouve avec des manifestations qui sont encore dans une phase préliminaire, qui sont exprimées par la loi travail, où vous avez des syndicats qui essaient de jouer leur rôle, qui continuent encore à tenir plus ou moins leur rôle alors qu'ils ont de moins en moins de pouvoir, mais qui, avec l'appui de forces comme la France Insoumise, tiennent la contestation de façon dans le système. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. C'est pas le fait qu'il y ait un McDo et 3 kiosques qui a été saccagés, c'est le fait qu'il y ait des forces qui ne sont pas
qui ne font pas partie du monde d'hier, qui ne font pas partie des forces traditionnelles qui jusqu'ici régulaient la société, qui s'affirment d'elles-mêmes. Sauf que là-dedans commencent à s'infiltrer des groupes, les Black Blocs, avec Julien Coupa qui était dans chaque manifestation, qui créent des stratégies de tension et de violence pour susciter à nouveau un incident similaire à celui qui serait intervenu dans des ZAD, etc. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux et ils veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme ambitieux et ce qui se passe dans Nuit debout, c'est la recherche d'un programme ambitieux, même pour l'instant ça s'appelle pas comme ça, et ils veulent pas des candidats, on voit bien tous les jours, tous les candidats sont... Donc il y a une demande. Et en général, les Français font ce qu'ils disent. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que dans notre société, il y ait une jeunesse qui aille vers ces mouvements qui sont en effet violents, destructeurs, etc. et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se joue, parce qu'on n'arrive pas à comprendre leur pensée, qui n'est représentée nulle part, qui est structurée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des gens qui sont nourris à une série de théoriciens, qui sont en train aujourd'hui d'occuper l'école normale supérieure, c'est pas n'importe quel endroit. C'est-à-dire qu'elle vise à faire basculer le pouvoir sans destituer le pouvoir. En gros, il vise sur une mesure donnée à faire céder le pouvoir. Ils veulent pas des candidats, ils veulent un programme, donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. On voit que ces personnes-là essaient de construire un monde différent ailleurs. Ils ont réussi à occuper complètement l'espace médiatique et à écraser médiatiquement et visuellement les syndicats. Oui, il y a une stratégie de provocation, mais qui est assumée et qui vise justement, parce que par ailleurs on a un pouvoir qui est de plus en plus bête et de plus en plus violent, à le mettre face à ses limites et à en montrer et à en provoquer l'effondrement. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Il y a une incompréhension fondamentale de cette société, et il y a une grande difficulté à s'y insérer. Et qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont emportées vers ces mouvements, qui aujourd'hui sont en train d'occuper l'école normale. On se retrouve face à une manifestation de gens très modérés, mais qui veulent juste pas de cette loi travail, etc. Et on se retrouve aussi avec ces groupes très structurés politiquement, qui commencent à être, on parle quand même de 3000 à 4000 personnes à chaque manifestation, hein, donc c'est quand même une masse importante. Nous voulons un candidat capable de le porter. Concentrons-nous d'abord sur le programme. Disons aux politiques, nous voulons un programme ambitieux. Ensuite, on verra le candidat. Etc. Des personnes qui sont très formées, très intelligentes, qui réfléchissent alternativement à la société et qui peuvent pourtant s'emporter dans ces mouvements parce qu'ils considèrent que la représentation des syndicats, la représentation politique ne permet pas aujourd'hui de susciter un changement de société. Et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Parce que s'il y a un gosse de 22 ans qui meurt à Paris demain dans une manifestation, et qu'en même temps vous avez un pouvoir qui peut pas reculer parce qu'il est pris dans une stratégie, parce qu'il est pris en fait dans ce qui fait son fondement, ce qui fait le fondement de son pouvoir, et qu'il a par ailleurs s'est donné les instruments d'aller très loin avec l'état d'urgence, avec déployer une violence extrêmement grande. Vous êtes dans une explosion. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur de la classe politique. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de l'institution présidentielle. Dans cette logique où en fait vous avez deux pôles, alors que jusque-là on pouvait penser que c'était des mouvances anarchistes qui n'étaient pas majoritaires, où tout d'un coup en fait la politique devient un enjeu entre un pouvoir autoritaire et des personnes qui veulent renverser ce pouvoir. Et vous êtes dans une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Ah ouais, petit con. On va continuer à se bidonner avec le petit épisode des Macron-Leaks, avant et depuis sa notoriété. Dès le début, la taxe carbone a été conçue pour compenser l'allègement des cotisations patronales. L'entourloupe que les gilets jaunes ont intuitivement deviné était accessible à tous sur les Macron-Leaks. Personne n'a relevé. Et tu disais quoi la veille du second tour des élections de 2017 ? D'évidence, le procédé des Macron-Leaks me dégoûte. On joue à quoi ? Attends, je me regroupe. Dites-moi les mecs, il le fait vraiment exprès ou est-ce une nouvelle illustration de sa duplicité ? J'en sais rien. Demande-lui. Et pour finir, lors d'un direct sur Discord, l'abominable David Abitpool que je salue, m'avait envoyé une jolie photo visible dans le métro parisien, faisant la promotion publicitaire du pamphlet anti-Macron de Branco la Pétoche. D'où, depuis plusieurs jours, cette affiche commerciale est censée vanter ce prétendu brûlot. Rien de particulier me direz-vous ? Pas du tout. Il faut savoir que toute publicité de la moindre œuvre artistique ou littéraire vaguement politisée est systématiquement censurée dans le métro parisien. Tout, sauf dans un seul cas, celui du Petit Gourou, qui gère et autorise la pub dans le métro. C'est la compagnie Métrobus, après avoir consulté formellement l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, aujourd'hui présidée par l'aristocrate de droite, François Daubert, qui est l'administrateur de Métrobus après avoir été son PDG. Est-ce que la LICRA est un danger pour la liberté d'expression? Oui, on connaît ça, ça suffit, on connaît ce genre de propos. Il y a eu quand même 100 000 signatures pour la dissolution de la LICRA. Quelle est votre réaction par rapport à ça? La réaction par rapport à ça, c'est que tout le monde se défoule sur Internet. Et avant que la LICRA soit interdite, il fera beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Et si on remonte plus haut dans la pyramide? À partir du moment où les gens auront compris que c'est une arme
contre la laïcité, peut-être ils pourront laisser leur peur de côté pour dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe, qui a été, si vous voulez, pendant pas mal d'années, comment dirais-je, le stop absolu, l'interdiction de parler et presque la suspicion sur la laïcité. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus embêtant. Quand on pense que dans son nez c'est vendu comme un petit livre rouge, calibré pour Bobo en quête du frisson révolutionnaire, le petit Branco évoque fugacement le juif et mécène de Politis, Maurice Lévy. Présenté superficiellement comme un proche de Macron, on voit de plus en plus son imposture avec sa petite propagande des méchants riches qui asservissent le peuple, et ça ne dérange personne réciproquement. Si on fait le bilan de tout cela, tandis que la RATP interdit officiellement sur ses murs toute communication à caractère politique ou religieux, surtout en période électorale, la pub du livre ouvertement anti-Macron de Branco l'imposteur bénéficie à 3 semaines des élections européennes d'une dérogation exceptionnelle dont la responsabilité relève de la famille ultra-riche et sioniste des Badinter, étroitement liée depuis 1974 au fameux Jacques Attali, le kabbaliste et mentor du filet de Macron. Quant à Robert Badinter, un engagé dans le sionisme, pop-star du CRIF, et surencensé par la corporation médiatique comme une vache sacrée, est aussi le cofondateur avec Attali de l'association Socialisme et Judaïsme, dont l'un des buts consistait à initier les cadres du Parti socialiste au charme de l'État d'Israël. Alors les petits pro-branquignols, il est toujours aussi beau et blanc comme neige votre révolutionnaire à la con, vous allez enfin comprendre une bonne fois pour toutes que le gauchisme, source de toute la merde qui s'est succédé en plus d'un siècle en France, est en train de récupérer ce mouvement social, comme ils l'ont toujours fait, même avec SOS Racisme. Quand une imposture est démontrée source et preuve à l'appui, l'affaire est pliée, on doit fermer sa gueule, admettre l'évidence, et rentrer dans le rang sans aucune considération. C'est un petit amateur et ce con il traînera pas longtemps. Suite à l'émergence de menaces de plus en plus précises, et de violences croissantes provenant et de l'extrême droite la plus rance, mais aussi des milieux qui se disent et pensent progressistes, je suis obligé d'annuler toutes les rencontres auxquelles j'avais prévu, gracieusement, de participer. J'ai fait un tour de France depuis 2 mois, dans plus de 30 villes, acceptant les mains tendues de tous ceux qui voulaient bien m'inviter, pour raconter ce qui se trouvait dans mon livre, sans ne rien demander. Cela m'a valu, depuis quelques jours, une déferlante de haine délirante sur les réseaux sociaux, nourrie par les intérêts que je semblais soudain menacer. C'est ma classe, évidemment, avant tout, qui a trahi et s'est refusé à s'interposer. Qui a laissé abattre l'homme, incapable qu'elle était de s'attaquer à l'idée. Qui a vu avec jouissance l'émergence d'une haine qui ne venait pas de ses rangs, et qu'elle a soigneusement alimentée. Je n'ai plus la force de me battre contre l'ignominie, qui fait le sel de ce gouvernement. Plus la force de tenir face à cette escalade délirante, qui m'aura en quelques mois affublé de tous les maux, fouillant dans l'adolescence, l'intime, construisant complots et délires, m'accusant des pires indignités, pour simplement m'évincer. Je n'ai rien demandé, rien recherché, à travers ce mouvement, à aucun moment. Je me suis à disposition de tous ceux qui m'ont demandé de les aider. Alors, dans ce retrait, à tous, l'encouragement. La force pour basculer. Les gens qui nous exploitent ont des adresses. De la ville à Montmorency à la rue Barbet de Jouy en passant par la rue d'Andigné. Il faudra les chercher. Courage. Et pensez. C'est bien dommage, jeune con. C'est bien dommage. Ce n'est donc pas l'oligarchie qui a fait plier Branco, mais les extrémistes, voire même un tout-puissant lobby conspirationniste imaginaire. Rien n'a ajouté votre honneur. C'est évident, non? Que vont devenir les fans de Branco la pétoche, petit caporal d'opérette de la gauche antilibérale, qui ne va pas aller trop loin non plus dans la dénonciation du système, il serait tout simplement un abandon provisoire pour mieux enfumer tout le monde. Ça? Du genre, retenez-moi vite, parce que je vais m'en aller. Donc, je m'interroge un brin et je me demande si ce guignol n'a pas simplement amorcé une manœuvre de diversion ou plutôt un repli stratégique.
Le gars est égaté par la nature, et il n'est peut-être pas encore assez rompu à la dureté de la vie. Ainsi, les doutes, les contestations, voire même les révélations de son imposture totale, qui se sont élevées depuis quelques semaines à son sujet, l'ont mis en mauvaise posture. Mais n'espère-t-il pas, secrètement, être plébiscité, et ipso facto, être absous de tout, par le gentil peuple orphelin d'un si beau et si intelligent chevalier, et l'autre bouffon de Maxime Nicole pourrait le défendre en ce sens où Nicole en avocat de l'avocat, en quelque sorte. À ce stade, il ne faut pas exclure une possible manœuvre. Et effectivement, il a publié une vidéo faussement amateur, lumière tamisée, voix chuchotante, visage en clair-obscur, pour annoncer son nouveau projet, lancer un journal pro-gilet jaune et anti-Macron, à travers une collecte d'argent sur son nouveau compte rapidement et confortablement garni, du site de financement participatif Tipeee. La question d'hégémonie chrétienne, et notamment catholique, est essentielle. Et si des personnes comme Soral ont justement trouvé des alliés chez d'autres personnes qui l'ont attaqué de façon ahurissante et sans aucun fondement, comme Panamza ou autres, qui sont des personnes très proches de certains milieux très réactionnaires musulmans. Pardon ? Comme Panamza ou autres, qui sont des personnes très proches de certains milieux très réactionnaires musulmans. C'est pas vrai. Passons à la trappe les affabulations et incultures considérables de Branco vis-à-vis de Soral, qui l'avait recadré d'ailleurs suite à la dégonfle du jeune suppôt. Pauvre petite chatte, tu as tenu de moi, ça fait 15 ans que je suis en première ligne. Merci. Au suivant. Bref, pouvez-vous expliquer pourquoi il présente l'abominable Panamzouille comme une personne très proche de certains milieux très réactionnaires musulmans? Quel milieu? Quel réactionnaire? Quel musulman? Mais de quoi tu parles? Sinon pour prouver une nouvelle fois ton penchant mythomane, n'apportant aucune démonstration pour étayer ton accusation, depuis que tu affirmes être dans la tourmente sur les réseaux sociaux alors que de nombreux internautes l'envisagent simplement désormais comme un opposant contrôlé, son petit intermède pseudo-révolutionnaire lui aura surtout permis de faire indirectement la promotion de son bouquin. Maintenant, il retourne à la niche. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.